suis très heureuse de vous accueillir. Je suis Valérie Offenberg, la fondatrice du think tank Food and Planet. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette première session de ce think tank qui a pour vocation de répondre aux grands enjeux de l'alimentation et de la durabilité. Alors, face à l'urgence des défis à relever et à la complexité des enjeux, nous invitons tous les acteurs de la chaîne alimentaire à instaurer un dialogue régulier pour identifier les défis, partager les bonnes pratiques, valoriser les bonnes initiatives et les innovations et surtout proposer des solutions concrètes qui vont contribuer à élaborer le Green Book qui sera édité par le think tank Food and Planet. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Chaque session s'articulera autour d'une table ronde qui va réunir des experts. Et cette table ronde sera suivie d'une présentation de start-up, car pour nous, l'innovation, c'est très important. Et on sait que quand on parle de l'alimentation et de l'agriculture, il faut avoir un focus innovation. Et cette présentation de start-up sera ensuite suivie par des ateliers de travail en petits groupes qui permettront d'élaborer nos propositions concrètes. Je vous remercie tous d'être très nombreux présents pour cette première session du think tank Food and Planet et je tiens à remercier tout particulièrement nos partenaires qui se sont engagés à nos côtés. Permettez-moi rapidement de les citer. Le groupement Les Mousquetaires, le groupe Savencia, le groupe Deloitte, Interfel, la FNSEA, le marché Rungis, Too Good To Go, Make Me Healthy, Eurial, Nutrikeo, la Foodtech, l'Info Durable, le Centre d'innovation alimentaire Oniris, l'Université La Sapienza à Rome, la FAO Forward Fooding. Je remercie également tous les experts qui nous accompagnent. Votre présence, mesdames et messieurs, à nos côtés est essentielle pour la qualité des propositions que nous allons élaborer avec vous. Une mention spéciale pour le président de notre comité scientifique, Stéphane Travers. Stéphane Travers que vous connaissez tous puisqu'il a été le ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture. Je dois remercier également tous les experts qui nous accompagnent. Pardon? Allô? Et je dois dire que son expertise et son expérience ont été déterminantes pour l'organisation de ce think tank ainsi que sur le choix des thématiques. Je vous précise également que dans un souci de pédagogie auprès du grand public, un compte-rendu de cette première session de travail et de cette table ronde sera publié dans le JDD le 14 mars. Je vous invite donc à retrouver le compte-rendu de cette session dans le JDD. Vous pourrez également le retrouver sur les médias partenaires que sont Nutrikeo et l'Info Durable qui vont aussi se faire l'écho des propositions qui vont être élaborées à l'occasion de ce think tank. Alors aujourd'hui, nous sommes en Zoom. J'espère que très bientôt, nous aurons l'occasion de faire connaissance en présentiel parce que pour parler d'agriculture et d'alimentation, il n'y a rien de mieux que se retrouver sur le terrain, dans des exploitations agricoles, dans des grandes usines de l'agroalimentaire ou à travers les voyages de découverte de l'innovation que nous souhaitons vous proposer en France, en Italie ou en Israël. Je laisse maintenant la parole à notre modérateur, le journaliste Philippe Legueltel, qui va avoir le plaisir et l'honneur de vous présenter les éminents experts et participants à cette première table ronde. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la présentation des startups. Merci beaucoup à tous. Merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux 500 pratiquement participants inscrits à cet après-midi et qui ainsi pourront nous suivre. Nous commencerons donc nos échanges dans un court instant par la table ronde intitulée, je vous le rappelle, Agriculture, alimentation et biodiversité. Comment réconcilier les citoyens avec leur alimentation et leur agriculture. Autour de cette table virtuelle, 7 invités prêts à débattre. Je vous les présenterai dans quelques instants. À l'issue de cette table ronde, quelques startups donc vous seront, comme l'a dit Valérie, présentées de 17h30 à 17h45 pour vous donner le cadrage. Puis 3 ateliers viendront conclure cette journée de 17 à 18h30. Voilà pour le programme à la fois alléchant et chargé. Sans plus attendre, nous débutons par la table ronde autour de moi, si j'ose dire. Et Fabienne Boroni, directrice RSE et communication pour le groupe Savencia. Stéphane Travers, ancien ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture, Louis Orenga, directeur général d'Interfel, Iwan Penverne, associé chez Deloitte Sustainability, Grégory Dubourg, fondateur et PDG de l'agence Nutrikeo, Henri Biespéré, vice-président de la FNSEA,
Et nous attendons dans un instant que nous rejoigne Olivier Touzé, directeur qualité et développement durable du groupement Les Mousquetaires. Voilà pour les présentations. Sans plus attendre, nous commençons cette table ronde. Je me tourne vers vous, Stéphane Travert. Vous avez été donc, nous l'avons dit, ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Donc l'agriculture française que vous connaissez fait face à de multiples défis aujourd'hui. Quelle perspective, Stéphane Travert, peut-on lui donner? Merci Philippe. D'abord, si vous me permettez ce petit préambule, je suis très heureux du lancement de ce think tank parce que nous allons avoir à travers cette expérience une capacité à avoir un débat et des échanges qui sont respectueux et puis développer notre capacité à travers un collectif comme celui-là pour partager des solutions innovantes, créer de l'intelligence collective au service de nos modèles, de nos filières agricoles. Et je voudrais dire que si on pouvait résumer Food and Planet, c'est un peu une sorte de fertilisation croisée des parcours, des expériences et des projets que chacun d'entre nous peut porter. Alors, vous soulevez une question importante aujourd'hui, c'est des multiples défis que rencontre l'agriculture aujourd'hui, quelles sont les perspectives vers lesquelles on doit l'engager pour eh bien, cette transformation, répondre aux engagements sociétaux. La première perspective, d'abord, c'est de répondre aux objectifs d'une agriculture qui soit performante sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental et sur le plan sanitaire. C'est quels moyens demain mettons en place pour construire notre souveraineté alimentaire sans opposer les modèles, bien évidemment, pour gagner aussi en indépendance. Et puis, la première des perspectives, c'est d'abord le revenu agricole qui permet d'investir, qui permet d'innover. Le deuxième, c'est la recherche, bien évidemment, pour diminuer notre impact environnemental et construire des perspectives de progrès pour une alimentation qui soit plus sûre et plus durable. Et puis, c'est réussir, bien évidemment, un autre défi, d'autres perspectives dans lesquelles nous devons nous lancer, c'est le renouvellement des générations. Et ces perspectives, elles vont permettre demain à l'agriculture, d'une part, de se transformer dans une transition que l'on va souhaiter le plus largement partager pour répondre aux demandes sociétales. C'est une juxtaposition des modèles qui sont portés par des innovations technologiques qui permettront demain à des jeunes de s'installer sur des exploitations qui soient économiquement viables. Et aujourd'hui, nous devons, je dirais, transformer la crise sanitaire que nous vivons dans une formidable opportunité. Et c'est ce que je voudrais appeler le choc d'innovation qui permettra de relancer tous les efforts que le monde agricole, que toutes les filières ont entrepris depuis les États généraux de l'alimentation et le fait de trouver des nouvelles alternatives qui soient toujours les plus efficaces. Très bien, donc on voit les défis sont immenses. Henri Biaspéré, vous êtes, je le disais, président de la FNSEA. La FNSEA, seulement vice-président et pas président. Vice-président, pardon. Non, mais moi, je vous donne des titres, vous savez, il n'y a pas de souci. Mais vice-président, tout à fait. Au cas où ma présidente écoute, vice-président national donc, de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Un agriculteur sur deux y est adhérent, donc soit plus de 200 000, hein, si je compte bien. Vous réunissez 90 fédérations départementales et une quarantaine d'associations spécialisées, céréales, lait, viande, fruits et légumes, etc. Donc, on parle aujourd'hui de crise, on parle de réconciliation et dans le même temps, les sondages d'opinion que nous connaissons tous montrent que l'agriculture bénéficie d'une large confiance auprès du public. Vous expliquez-vous, à la tête, en tout cas comme vice-président de la FNSEA, ce décalage que l'on constate? Oui, alors ce qui est particulier, c'est que quand on interroge les agriculteurs eux-mêmes, ils se sentent effectivement mal aimés, enfin, ils ne retiennent finalement de ce qui est colporté essentiellement par les réseaux sociaux que les aspects négatifs. Et quand on interroge les consommateurs, quand on leur dit « mais
d'après vous, qui peut relever les défis à venir tels que les a très bien décrits Stéphane Travers? Eh bien, les gens disent à plus 70%, les agriculteurs sont en mesure de relever ces défis. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la part des consommateurs une certaine confiance dans les agriculteurs, dans leur capacité, comme ils l'ont toujours fait dans les années passées, de réagir et de s'adapter aux nouvelles demandes et aux nouveaux enjeux que nous demande de relever la société. Et quand ils regardent effectivement ce qui est un peu comporté, et finalement ils le retiennent, on en est un peu désolé, c'est qu'ils disent eux-mêmes qu'ils se sentent plutôt mal aimés. Nous avons perdu notre animateur, oui, j'ai l'impression. Notre modérateur a quitté momentanément. Donc, je peux quand même confirmer effectivement que face à cela, dans le projet qu'essaie de porter la FNSEA, le projet pour l'agriculture, avec ce défi du changement climatique et de la nécessité de s'adapter à cet enjeu-là qui est vraiment planétaire et qui est au-dessus de tous les citoyens, les agriculteurs sont vraiment mobilisés. Ils ont bien compris qu'il fallait changer les modes de production, qu'il fallait probablement construire différemment les bâtiments, qu'il fallait cultiver différemment nos terres, adapter nos modes d'exploitation. Et donc, ils sont pleinement mobilisés pour relever ces défis. Voilà, ils ont quelquefois l'impression qu'on leur demande de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, alors qu'eux disent, attendez, on n'est pas non plus des champions olympiques, on a peut-être besoin quand même d'un peu plus de temps, de s'entraîner et de mettre en œuvre les solutions qui apporteront demain ce que souhaitent les consommateurs et qu'ils disent bien, qu'ils expliquent bien. Je vais reprendre un tout petit peu le relais puisque notre modérateur n'est pas là. Je vous remercie beaucoup, Henri Bies, pour avoir dressé un petit peu le panorama. J'aimerais bien aussi, Louis Oringa, que vous nous parliez un petit peu de votre vision de ces grands défis aujourd'hui de l'agriculture et quel impact sur notre alimentation. Bien, merci beaucoup. Je voudrais un peu aller dans le sens de ce qu'elle dit le vice-président à l'instant. Quand je regarde, par exemple, pour la filière des fruits et légumes, depuis 3 ans, plus de 90% des consommateurs et des citoyens ont confiance à la fois dans la filière fruits et légumes et ont confiance dans les produits qu'ils consomment issus des filières des fruits et légumes. Donc, en fait, je finis par me dire, qui doit-on réconcilier avec qui? Parce qu'en fait, nos consommateurs, sur le fond, les efforts qui ont été faits, notamment depuis une vingtaine d'années, par tout le monde, collectivement, ont porté leurs fruits, si je puis dire. Et donc, en fait, on s'aperçoit que dans la réalité, peut-être que 80% des problèmes qui sont souvent tout le temps mis en avant ont raison de l'être parce que c'est des vrais sujets sur lesquels tout le monde travaille. Pour autant, ça ne veut pas dire que les consommateurs ne sont pas conscients ou nos concitoyens qu'on fait des efforts. Et donc, j'ai tendance à dire que nous sommes plus face à un problème de pouvoir ensemble valoriser les consensus et d'arrêter peut-être de promouvoir en permanence les dissensus ou les oppositions. Écoutez, je vous remercie. Effectivement, voilà. Vous avez raison et vous avez tous les deux dit un mot qui était important, c'est le mot de la confiance, puisque c'est un des thèmes principaux justement de cette table ronde, c'est comment est-ce qu'on rétablit cette confiance. Alors, je vois que notre modérateur Philippe est rentré, donc je vais lui redonner la parole, mais je vais peut-être faire rebondir justement Fabienne sur ce qui vient d'être dit auparavant et justement sur cette notion de confiance. Est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'il y a une confiance aujourd'hui entre l'alimentation et les consommateurs? Oui, tout à fait, parce que on entend beaucoup de critiques, de food bashing, mais vous savez, les gens ont beaucoup de bon sens et nous, c'est aussi ce qu'on prône, c'est-à-dire que une vision qui soit positive de l'alimentation et aussi de la transition alimentaire. On refuse d'opposer plaisir et santé parce qu'on sait bien, et tout le monde le sait, que un bon régime alimentaire, c'est une alimentation diversifiée avec des produits naturels et le moins transformés possible. Et pour aussi évoluer vers une consommation plus responsable, nous, on est convaincus que ce n'est pas en culpabilisant les gens qu'on va faire bouger les choses, c'est plutôt en les accompagnant avec des conseils et des choses positives. Et effectivement, il y a plutôt une très bonne base de confiance auprès du grand public. Philippe, je vous redonne la main. Très bien, merci beaucoup. Désolé pour ce
ce décrochage. Donc, merci beaucoup, Fabienne Boroni. Je pense qu'Olivier Touzé ne nous a pas rejoint. Si, je suis là. Si, je suis là. Olivier, je ne suis pas avec le fond, je n'arrive pas à mettre le fond, mais je vais le retrouver. Très bien. Vous êtes donc directeur qualité et développement durable du groupement Les Mousquetaires. Dois-je rappeler que le groupement, c'est 150 000 collaborateurs, 7 enseignes, dont Intermarché et Netto, près de 4 000 points de vente en Europe. Et l'an dernier, en 2020, le groupement a fêté ses 50 ans, je crois, donc un anniversaire important. Quel rôle vous entendez jouer justement dans ce contexte, on l'évoquait à l'instant avec Fabienne Boroni, de food bashing? Comment le groupement se pose aujourd'hui? En fait, moi, d'abord, je trouve très intéressant d'être autour de cette table parce que je pense qu'on aura tous intérêt, et je le vis personnellement dans mon métier de directeur qualité de vendeur, à co-construire avec tous les acteurs de la filière. Et je pense que c'est comme ça qu'on sortira aussi des enjeux que nous mettent tous les jours nos consommateurs. Donc, si on regarde dans les 30 ans qu'on vient de vivre, l'alimentation responsable s'est construite par plusieurs étapes, par des enjeux de sécurité alimentaire, par des enjeux de surveillance des risques liés aux produits. Et puis petit à petit, les notions de traçabilité, de transparence sont venues compléter ces cahiers des charges. Et aujourd'hui, j'ai noté un chiffre, on a 15 millions d'utilisateurs de Scan Food aujourd'hui, tous les jours. Donc c'est quand même la réalité de notre quotidien en tant que distributeur, puisque nos clients, les consommateurs, viennent dans nos magasins ou ailleurs, mais d'abord dans les magasins de tous les distributeurs, scanner les produits pour avoir une vérité sur la qualité et l'alimentation responsable. Il y a plus de 86% des clients qui aujourd'hui parlent de transparence dans l'information et dans la donnée qu'ils recherchent. Donc, c'est quand même des données qui nous challengent, qui nous demandent de progresser. On a été précurseurs en France et on ne se l'approprie pas puisque nos dirigeants, que ce soit que je citerai, parce que Thierry Cotillard ou autres ont promu cette volonté d'être transparent. On a eu le NutriPass en 2008, on s'est associé au Nutri-Score avec la nutrition en 2012. Et puis récemment, vous le savez, l'année dernière, on a lancé le Franco-Score pour montrer que combien d'ingrédients français sont issus dans nos produits. C'est un challenge qu'on se donne pour faire progresser. C'est aussi pour nous, en interne, mettre les équipes marketing, qualité et achat dans une démarche de progrès par rapport à une demande de consommateurs. Voilà, enfin, moi je dirais aujourd'hui, nous on est challengé, on suit bien sûr la consommation tous les jours et on essaie, dans nos marques propres d'abord, de faire progresser pour répondre aux besoins et aux demandes du consommateur. Merci Olivier Touzé. Iwan Penverne, vous êtes associé chez Deloitte Sustainability. Pour présenter rapidement le cabinet constitué d'une équipe de 120 consultants, dont 50%, je crois, travaillent sur les secteurs de l'agriculture, de l'alimentaire. Vous accompagnez les entreprises et les organisations dans ce que vous appelez une perspective exigeante et créative vers des modèles durables. Justement, sur le long terme, les entreprises que vous accompagnez, est-ce que vous pouvez nous décrire votre rôle et quelle est votre démarche auprès d'elles? Oui, merci Philippe. Olivier Touzé a prononcé les deux mots-clés pour nous concernant, c'est-à-dire la co-construction. En fait, on accompagne tous les maillons de la chaîne, tous les maillons des filières alimentaires dans ces démarches de co-construction de filières qualité ou de filières d'excellence. En tant que consommateur, on a tous constaté, par exemple, qu'on était passé de la baguette blanche à la baguette tradition. Cette baguette blanche, elle était adossée à une farine conventionnelle et désormais, on a des baguettes qui sont adossées à des blés label rouge, des blés HVE, des blés sans résidus de pesticides. Et bien, la construction de ces filières-là, elle nécessite en fait un tiers de confiance pour mettre tout le monde autour de la table. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas simplement les fournisseurs, c'est aussi les instituts techniques, c'est dans certains cas, c'est les clients, c'est la grande distribution, c'est dans certains cas aussi les ONG. Et donc, notre enjeu et notre rôle, nous, c'est de mettre tous ces gens autour de la table pour identifier les enjeux clés, les enjeux qui posent encore problème et voir quelles sont les marges de manœuvre.
Évidemment, on parle consommation d'intrants, mais on parle de plus en plus d'émissions carbone, on parle de pesticides de stockage, si on parle du blé et des céréales, mais aussi on parle sur le volet social de la juste rémunération des agriculteurs. Donc, on identifie ces marges de progrès. Et ensuite, le deuxième point qu'évoquait Olivier Touzé, c'est cet enjeu de la data et de la traçabilité, non plus simplement de la matière, parce que la traçabilité des matières, c'est très bien maîtrisé par l'agriculture française et l'agroalimentaire, mais c'est la traçabilité des engagements. Et là, pour tracer ces engagements jusqu'aux applications qu'évoquait Olivier Touzé, en fait, il y a un travail qui est fait de plus en plus avec les grands éditeurs de logiciels pour ne pas réinventer la poudre ou pas réinventer les datas. On s'appuie sur la data existante. Donc, notre rôle, c'est de contribuer à l'accélération de l'émergence de ces filières qualité. Ça a déjà commencé, le mouvement est déjà lancé, mais il y a un vrai enjeu d'accélération et c'est là qu'on a un rôle à jouer. Grégory Dubourg, vous êtes fondateur et PDG de Nutrikeo, agence de conseil en stratégie nutrition, et vous accompagnez depuis 2009 les acteurs de la filière nutrition-santé dans la transition nutritionnelle, alimentaire et nutraceutique. Parmi vos clients, Carrefour, Danone, Sanofi ou Fleury-Michon. Vous êtes installé à Pessac, en Gironde, et vous fêtez aujourd'hui, je crois, votre 12e anniversaire. Donc, un bon anniversaire à vous. Donc, vous accompagnez vous aussi les entreprises en conseil. Que dites-vous à celles qui viennent vous voir aujourd'hui dans le climat actuel ? Oui, alors en effet, pour accompagner ces entreprises du secteur food dans leur transition alimentaire et nutritionnelle, puisque bon, forcément, on associe beaucoup la nutrition à cette transition alimentaire, l'idée, c'est d'aller vers une alimentation de plus en plus saine et de plus en plus durable, donc d'avoir un impact positif sur la santé et sur la planète. Donc, il y a plusieurs façons d'accompagner ces entreprises, soit très en amont pour mieux comprendre les attentes du marché, les attentes des consommateurs, les nouvelles tendances à venir, donc répondre à des consommateurs qui veulent une alimentation plus végétale, par exemple. Donc, on va étudier un peu ce que peuvent dire les consommateurs et ce qu'ils peuvent attendre. Après, on va travailler aussi sur l'innovation produit, donc accompagner ces entreprises vers le développement de nouvelles offres ou vers l'amélioration nutritionnelle de leur offre actuelle en sourçant des ingrédients alternatifs, en améliorant les recettes. Pardon ? Ah non, excusez-moi, j'avais un bruit parasite. Après, on peut également accompagner, une fois qu'on crée de nouvelles marques ou de nouveaux concepts, le positionnement de ces produits pour qu'ils répondent le mieux possible aux besoins et puis avoir un positionnement clair, travailler sur des nouvelles tendances comme l'upcycling, par exemple, de ressources qui va avoir un intérêt d'un point de vue écologique, mais aussi de la santé. Et enfin, la dernière facette d'accompagnement qui va être très importante, c'est la communication. Donc, dans notre rôle d'agence de communication, on est là pour véhiculer les bons messages à la fois sur la nutrition et sur la durabilité auprès de toutes les cibles auxquelles s'adressent les marques alimentaires. Donc, le grand public, bien évidemment, sur lequel il y a un énorme travail d'éducation à faire, mais aussi les autres cibles que peuvent être les journalistes, les industriels en B2B ou les professionnels de santé qui s'intéressent bien évidemment de plus en plus à l'alimentation. Alors, je disais, vous existez depuis 2012. Aujourd'hui, la demande s'accélère, c'est-à-dire que par rapport à il y a 5 ans, la demande est très forte aujourd'hui? Oui, la demande est très forte. Alors, c'est vrai, on existe depuis 2009. 2009. Donc on a vu le marché évoluer très fortement. Donc, nous, notre conviction de base, c'est la raison d'être de Nutrikeo et on le porte dans notre nom et dans notre baseline, nourrir le monde avec des idées nouvelles durablement. On est vraiment dans cette idée que l'alimentation évolue vers plus de sain et plus de durable. Et ça a été clairement accéléré ces dernières années et je dirais même par l'année 2020 et la crise sanitaire qu'on vient de voir. L'un des aspects positifs de cette crise, c'est qu'elle éveille la conscience des consommateurs sur l'importance d'une bonne alimentation, sur la traçabilité des filières, sur la reconnexion aux producteurs qui est très en amont, voilà, et surtout et sur l'impact de l'alimentation sur la santé. Donc, toutes ces facettes de l'alimentation, le contexte actuel ne fait que les mettre en lumière. Très bien. Alors, Stéphane Travers, je me retourne vers vous. On vient d'entendre différents exposés. On parle aujourd'hui d'une agriculture chahutée, parfois agressée, et le thème de notre table ronde, c'est la réconciliation. Comment, selon vous, rétablir la confiance entre des acteurs
multiples. Autour de la table, ils sont nombreux et qui parfois s'opposent, pas ceux qui sont autour de la table justement, puisqu'ils conversent ensemble, mais des acteurs qui parfois s'opposent ou s'ignorent. Comment rétablir la confiance et réconcilier? Je crois que tout à l'heure, il y a un mot qui a été employé, qui a été ressouligné d'ailleurs par quelqu'un d'autre, c'est la co-construction. C'est comment on arrive à mettre ensemble les gens autour de la table et de faire en sorte de trouver les compromis qui puissent être acceptables par tous. Et quelque part, travailler à la réconciliation des modèles agricoles, de l'agriculture avec la société, c'est ce que nous contribuons à faire à travers cet exercice. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous avons essayé aussi de faire à travers les EGA qui avaient permis de mettre tout le monde autour de la table pour, je dirais, rétablir ce lien particulier qui unit les Français avec leur agriculture. Nous avons des concitoyens aujourd'hui, on le sait, qui attendent énormément de choses du monde agricole, mais qui souvent méconnaissent aussi ce que l'agriculture peut apporter en matière d'emploi, en matière de développement durable, en matière de construction et d'aménagement de nos territoires. Et ce sont des sujets qui nous importent vraiment. Et donc, moi, je crois que par le dialogue, par l'innovation, par l'écoute et le respect des uns et des autres, essayer de trouver des nouvelles logiques, non plus d'affrontement, mais des logiques de partenariat qui peuvent se mettre en place, je pense que ce sera une manière de réconcilier l'agriculture et la société. Parce que l'alimentation, aujourd'hui, elle est au cœur des besoins de chacun, au-delà de la simple économie. Et donc, nous devons faire en sorte que l'agriculture, l'alimentation, quelque part, nous sommes cette année dans l'année de la gastronomie parce que nous avons vécu une crise sans précédent. Eh bien, autour de cette année de la gastronomie, donnons-lui cette chance pour que nous puissions faire autour de l'alimentation, je dirais, une valeur culturelle, un mode de vie, un mode de santé qui puisse être partagé par le plus grand monde. Et je crois que ce qui va nous aider, c'est que nous allions vers une agriculture qui soit la plus adaptée au monde actuel, sans freiner non plus les agriculteurs qui veulent aller dans le bon sens et entendre la société et sa demande. Et par un hasard, Stéphane Travers, si quand vous étiez ministre de l'alimentation et de l'agriculture. Ces deux mots juxtaposés, c'était nouveau. Alors, c'était l'agriculture et l'alimentation, mais bien évidemment que tout cela prend du sens parce que l'agriculture, bien évidemment, c'est le point premier de notre alimentation. Nous faisons généralement 3 repas par jour et nous avons 3 fois par jour la capacité de faire vivre notre agriculture à travers ces différents modèles, parce que je l'ai toujours dit, j'ai cette conviction et je veux la faire partager, c'est de ne pas opposer les modèles les uns aux autres. Quand il y a un modèle économique qui fonctionne, je pense qu'il doit pouvoir être proposé à un certain nombre de personnes, de services, et autour de cela, autour de ces valeurs, autour de cet esprit de dialogue que nous devons mettre en place, de l'amont à l'aval, de faire en sorte que nous puissions recréer de la valeur à travers des productions plus marquées, à travers des productions mieux valorisées, à travers une meilleure rémunération des agriculteurs. Je pense que nous aurons fait un très, très gros travail. Merci beaucoup, Stéphane Travers. Henri Biaspéré, tout à l'heure, Stéphane Travers, justement, dressait les perspectives pour l'agriculture. Alors, êtes-vous sur la même longueur d'onde que lui? Et surtout, quelle est votre demande principale aujourd'hui? Oh oui, on est parfaitement sur la même longueur d'onde. Je crois que lorsqu'il était ministre de l'Agriculture, nos relations étaient, les réflexions sur lesquelles on était et notre participation aux États généraux de l'agriculture, et que je confirme que c'était une très belle idée que de mettre tous les acteurs de la filière alimentaire, mais aussi les consommateurs autour de la table. Donc sur les enjeux, tout le monde est d'accord. Sur les objectifs aussi. Et nous avons voulu même le signaler à un tel point que dans le premier semestre de l'année 2020, on a beaucoup réfléchi, on a élaboré notre rapport d'orientation, faire du défi climatique une opportunité pour l'agriculture, pour bien dire qu'on était prêt à relever ces défis-là.
Les demandes, elles sont simples. On ne peut pas courir vite et longtemps. Donc, il faut qu'on court au rythme de l'agriculture. L'agriculture a besoin de temps pour s'adapter. On ne peut pas changer de modèle comme ça sur un claquement de doigts du jour au lendemain, simplement parce que l'agriculture est une industrie lourde, quoi, hein. Ça met du temps lorsque des fruits de la recherche et de l'innovation sont trouvés pour les amener jusque sur le terrain dans les exploitations. Et puis, on est dans un espace économique européen. Et chaque fois que notre pays a voulu, pour être en avance, pour montrer l'exemple, surtransposer les règles européennes, on a handicapé l'agriculture française et on a favorisé les importations d'alimentation qui venaient d'autres pays. C'est pour ça qu'on dit que sur les objectifs, on est prêt à prendre des engagements. Mais sur le rythme, il faut laisser le temps aux agriculteurs de s'adapter petit à petit. On parlait tout à l'heure des nouvelles technologies qui vont apporter beaucoup dans la maîtrise de l'utilisation des intrants, que ce soit de l'eau, des engrais, etc. Il faut le temps que les agriculteurs les acquièrent, il faut qu'ils investissent, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se calcule, ça se met dans un plan pluriannuel. Donc tout ça demande un peu de temps. On sait qu'il faut aussi encore bâtir quelques réseaux pour que ces nouvelles technologies soient accessibles partout sur le territoire. Donc on ne peut pas demander aux agriculteurs de les adopter s'il n'y a pas le minimum d'infrastructures. C'est pareil sur les ressources qui sont à notre disposition. Et on sait que le réchauffement climatique engagera sans doute un besoin supplémentaire d'utilisation de l'eau. On sait que l'eau est un sujet sensible, il faut vraiment en discuter avec les citoyens. Je reviens sur le dialogue et la co-construction. Il faut vraiment qu'on élabore ces plans territoriaux de gestion de l'eau. Mais une fois qu'ils sont élaborés, il faut permettre la réalisation de quelques réserves qui se rempliraient pendant l'hiver et qu'on puisse utiliser en été. Ça ne peut pas non plus se faire en quelques semaines ou en quelques mois. Et ce n'est pas une injonction à l'agriculture qui fera avancer les choses, mais c'est la co-construction prend du temps. Je pense que tous les experts qui sont autour de la table et qui accompagnent les entreprises savent que entre le début de l'idée, la construction du projet, la mise en œuvre du projet, il s'écoule un minimum de temps. Donc, le temps, c'est la notion essentielle pour vous. Le temps et la prise en compte de l'espace européen. Voilà, il faut que tous les pays d'Europe avancent en même temps parce que les réglementations sanitaires, phytosanitaires et autres doivent être forcément de niveau européen, sinon on crée des distorsions de concurrence qui vont pénaliser notre métier. Alors moins pénaliser ceux qui sont en circuit court et en direct avec le consommateur, certes, mais un agriculteur sur deux en France produit aussi pour l'exportation et l'exportation essentiellement dans l'Union européenne. Et donc forcément, on se ferme des portes si on met des coûts trop élevés de transition sur l'agriculture française que le marché extérieur à la France n'acceptera pas de payer. Fabienne Boroni, je reviens vers vous. On l'a vu avec Grégory Dubourg ou Ewan Pernvern, les évolutions, les demandes des consommateurs évoluent, vos produits aussi. Quelle est justement votre stratégie pour répondre aux nouvelles demandes des consommateurs et de vos consommateurs en particulier? Je rappelle que vous êtes un groupe de 23 000 collaborateurs, dont 10 000 en France et spécialisés, bien évidemment, comme tout le monde le sait, dans les fromages et les produits laitiers. Je reviens aussi sur la notion de co-construction parce que c'est aussi quelque chose qui nous est cher. Je vous citerai deux exemples. On parlait de l'agriculture il y a un instant. Savencia, on accompagne les jeunes producteurs, les jeunes producteurs de lait dans leur installation. Vous savez que la question du renouvellement des générations est importante. Et donc, nous aussi, on accompagne les producteurs avec une assistance technique, financière, une sécurisation de leurs marges et un contrat de 7 ans minimum. Donc ça, c'est un exemple de co-construction. Un autre exemple aussi pour répondre plus précisément sur les demandes des consommateurs. On travaille avec nos partenaires, nos clients de la grande distribution pour, dans le sens d'une alimentation plus durable et plus saine. Et donc, on a développé énormément d'actions qui associent des fromages et des légumes dans des repas équilibrés. Et on déploie ces actions qui associent fromage et légumes dans de nombreux magasins en France et aussi d'ailleurs en Europe. Et ça, c'est important pour éduquer le consommateur de façon
simples et positives à de meilleures pratiques alimentaires. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de le faire avec Intermarché. On a reçu un trophée pour l'opération avec Intermarché de 2020. Extérieur à la France, on n'acceptera pas de payer. Ah, allô. Alors, Olivier Touzé, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Vous nous parliez tout à l'heure du rôle que vous entendiez jouer. Comment vous les vivez, vous, ces changements? Est-ce que vous les subissez ou vous essayez d'avoir une longueur d'avance? Mais un agriculteur surtout en France produit aussi pour l'exportation, et l'exportation essentiellement dans l'Union européenne. J'aurais bien espéré, vous venez de vous réentendre. Oui, mais je crois qu'on a un plaisantin dans la case marquée Justin qui nous fait des misères là. C'est possible, oui. Je crois qu'il faudrait le déconnecter. Tout à fait, je pense effectivement que ce serait la bonne solution. Valérie, si vous nous entendez. Olivier Touzé, nous vous écoutons. Oui, je le disais tout à l'heure, on participe, parce que moi qui travaille sur le développement durable et la RSE, je pense qu'on participe à la construction de cette alimentation responsable. Donc, on ne s'approprie pas tel ou tel sujet. Je pense que tous les acteurs autour de la table et les autres distributeurs font tous des efforts pour aller dans le sens… voilà. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il faut qu'on prenne en compte. C'est bien sûr nos clients, les demandes des clients, les engagements qu'on peut avoir et qu'on affiche de nos enseignes. Donc, Intermarché a lancé depuis 4 ans un programme autour du mieux manger. La réglementation, je pense qu'elle aide aussi à faire progresser. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Elle est là aussi comme régulateur. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, personne de chez Deloitte, la data, la donnée, je pense que ça va être un enjeu. Et je participe à la plateforme Numagri, Numalim, et je trouve que c'est vraiment un endroit où on est en train d'ouvrir entre nous, vous êtes présents, la FNSEA, il y a aussi toute la distribution et les industriels. On est en train de vraiment découvrir qu'on peut construire ensemble la plateforme de traçabilité, de transparence de demain. Il y a plein d'acteurs aujourd'hui dans le domaine des data qui se mettent en place. Je pense que ça sera… c'est pas de l'engagement, il faut y aller. De toute façon, maintenant, c'est obligatoire puisque nos clients nous demandent une traçabilité de bout en bout. Donc, c'est évident. Moi, je définis le produit. Avant, c'était une recette. Maintenant, c'est une recette avec des filières derrière. Chaque ingrédient, il y a une filière. Il y a des enjeux agricoles, il y a des enjeux industriels. Donc, tout le monde doit être autour de la table. On a lancé un programme sur la transparence avec un acteur. C'est compliqué. Parfois, on voit que les industriels refusent un peu d'ouvrir leurs données. Mais je pense que ça va tomber petit à petit parce que si on veut que le client ait, et vous l'avez dit tout à l'heure, confiance dans les produits qu'on met en vente, il faut qu'on ouvre réellement ces filières et qu'on explique le social, parce qu'on parle peu du social aujourd'hui, il va falloir en parler, on parle beaucoup d'environnement, on a parlé de qualité, il faudra mettre aussi la troisième dimension qui est le social, au sens des conditions de travail, comment la production dans quel état, pour l'agriculteur et puis aussi les travailleurs qui sont dans les champs, je vous dis, parce qu'on voit des choses pas très acceptables en Europe, donc il faut que tout ça s'ouvre et qu'on construise ensemble l'alimentation responsable. Donc le responsable, il est bien plus large que simplement l'environnement, il faut aussi le prendre en compte. Voilà pour nous. Merci beaucoup. Iwan Penverne, on évoque, et on les a entendus, les défis, les changements. Est-ce que selon vous, c'est le bon moment aujourd'hui et quel regard vous portez sur la situation de notre agriculture en France? Pardon, oui, je pense que c'est le bon moment. Enfin, j'ai le plaisir, moi, d'accompagner ce secteur depuis 15 ans et j'ai vraiment constaté une accélération ces 2 dernières années. Pour tout dire, on a cru avec le Covid que ces sujets-là, ces préoccupations-là allaient passer à l'as. Et en fait, c'est le contraire qui est en train de se passer. Vraiment, il y a un renforcement très net de la prise en compte des sujets environnementaux et sociaux que vient d'évoquer Olivier Touzé. Et pour tout dire, il y a des traductions très concrètes. C'est que désormais, ces sujets sont discutés au niveau des comités de direction, au niveau des comités d'administration. Et on a évoqué tout à l'heure qu'il fallait du temps. Et pour tout dire, il y a un deuxième point qui manque aussi, il faut de l'argent. Et là, il y a beaucoup de réflexions sur l'ingénierie financière spécifique. Donc, les agriculteurs en ce moment entendent parler pour certains des prêts à taux bonifiés pour des projets à impact. Et on parle aussi d'agribonds, donc des émissions obligataires pour financer la transition. Donc, en ce moment, il y a une vraie effervescence du côté des financiers pour essayer
de financer cette transition qui est effectivement très coûteuse. Dans certains cas, on utilise aussi un nouveau mot de dérisquer la transition, donc couvrir les risques associés à cette transition. Et c'est pour nous là un sujet d'étude, un sujet d'expérimentation actuellement sur ce sujet du financement. Et la clé pour que les financeurs arrivent, c'est que le monde agricole et le monde agroalimentaire arrivent à démontrer son impact. Et donc, il y a une question d'indicateurs et encore une fois de data. Donc, j'ai commencé à vous parler tout à l'heure du pain. En réalité, on a effectivement du pain sur la planche, mais la dynamique, elle est très bien enclenchée. On va continuer de bien manger en France, c'est sûr. Et au poste que vous occupez, vous observez notre agriculture, mais pas seulement la nôtre, celle d'autres pays. Comment elle se situe aujourd'hui, l'agriculture française ? Là, dans les classements sur Sustainability, il y a un index, Sustainability Index pour l'industrie agroalimentaire, et la France est régulièrement classée première de ce classement. Donc, effectivement, on le sait, on a une tendance à l'autoflagellation, mais comme on l'entend aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont engagées, beaucoup de transformations qui sont engagées. Donc, on est ce géant de l'agroalimentaire, mais on est aussi ce géant de l'agroalimentaire durable. Donc, il faut pousser notre avantage. C'est la feuille de route des prochains mois, des prochaines années. Et pourquoi on ne le dit pas suffisamment? Pourquoi on ne l'entend pas? Je pense que c'est on va dire la modestie du monde agricole. C'est la communication dans certaines entreprises, c'est vraiment un budget très conséquent. A contrario, on accompagne certaines coopératives, par exemple, elles font beaucoup. Elles investissent beaucoup dans les actions auprès de leurs agriculteurs, mais elles ne le font pas nécessairement savoir. Donc, il y a le faire, mais il y a aussi le faire savoir. Et c'est vrai qu'on a un peu pêché sur le faire savoir en France pour le moment. Merci Henri Biesperet. Vous êtes timide? Je ne pense pas qu'on soit timide. Je pense qu'on a parfois un peu de mal à trouver des réseaux favorables pour passer des nouvelles positives. Voilà, donc on est assez satisfait de ce qui s'est passé la semaine dernière sur les télés nationales et en particulier la télévision publique avec Nous Paysans, où on a pu vraiment montrer tout ce qu'a apporté au cours du siècle dernier l'agriculture. On aimerait avoir la même visibilité à une heure de grande écoute pour expliquer ce qu'on fait aujourd'hui, parce que franchement, beaucoup de ce qui est demandé est effectivement en place. Alors, bon, peut-être que ça ne se fait pas non plus encore à grande échelle. Notre challenge aujourd'hui, c'est vraiment que l'ensemble des agriculteurs reprennent ces éléments-là. Et après, la communication, voilà, c'est toujours plus facile à des associations de faire un petit film pour filmer pendant 30 secondes ce qui se passe dans un coin de bâtiment et de le diffuser largement que quand on a effectivement des informations positives à faire passer. Alors, on a de plus en plus d'agriculteurs agri-tweetos qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur YouTube avec une certaine audience. De plus en plus aussi se disent, après tout, ce n'est pas une mauvaise chose et sont en train de s'y mettre. Bon, espérons que tout ça fera petit à petit boule de neige et que ça arrivera jusqu'à l'oreille du consommateur. Mais bon, l'épisode Covid, là quand même, où les gens ont eu la crainte de manquer de nourriture et où en fait, ils ont été parfaitement alimentés. Donc comme quoi, les agriculteurs qui passaient par des circuits de commercialisation plutôt longs ont su tout de suite se réorienter et aller faire des drives fermiers, aller directement livrer dans des rayons de GMS le produit local pour le mettre à disposition du consommateur, et personne n'a manqué de nourriture. Et ça a commencé à redonner une image positive à l'agriculture et une fierté à l'agriculteur quand on le flattait d'avoir tenu bon lors de la crise Covid. On ne peut pas en dire de toutes les industries, on peut le dire de l'agriculture. Ça, c'est à mettre à l'actif et je crois que petit à petit, l'image remontera. Et l'émission dont vous faisiez allusion a recueilli un grand nombre de téléspectateurs et a été très apprécié. Grégory Dubourg, quel travail reste-t-il à faire? Est-ce que cela va prendre du temps, tout d'abord? Oui, alors on évoquait la notion de temps long, c'est une réalité, hein. Il faut beaucoup de temps pour modifier les filières, etc. Mais il faut aussi beaucoup de temps pour modifier les mentalités, les a priori dans la tête des consommateurs.
Donc, il y a un énorme travail éducatif à réaliser auprès du grand public, ça c'est certain, sur la compréhension de l'agriculture, sur la compréhension de l'alimentation au sens large. Qu'est-ce qu'un bon aliment d'un point de vue environnemental, nutritionnel, sociétal et autres. Et là, on évoquait précédemment effectivement la caisse de résonance sur les rumeurs négatives et sur le food bashing, l'agri-bashing. Et c'est vrai que les médias, qu'ils soient traditionnels ou médias digitaux, réseaux sociaux, sont une extraordinaire caisse de résonance pour les messages négatifs sur l'agriculture et l'alimentation depuis plusieurs années. Mais je pense qu'il faut retourner le problème et faire de ce handicap un avantage pour utiliser ces médias à juste titre pour éduquer le consommateur sur les bons messages plutôt que de le détourner en essayant de faire des opérations médiatiques. Et ça, malheureusement, c'est vrai qu'on retient beaucoup plus le négatif que le positif. Donc, énormément de travail. Et ça, c'est de la communication. Pour le coup, c'est de la communication. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les outils. Le digital en fait partie, mais pas que. On a les outils pour éduquer bien le consommateur sur ces sujets-là, qui sont complexes. Vous parliez à l'instant d'éducation. Est-ce qu'on peut aussi imaginer les jeunes générations, c'est-à-dire peut-être dans les établissements scolaires aussi, pourquoi pas? Tout à fait, nous, c'est une conviction qu'on a depuis longtemps. Alors, il y a des rudiments d'éducation nutritionnelle à l'école à différents niveaux, mais nous, on est des grands partisans de l'introduction ou de l'intensification de l'éducation alimentaire à l'école. Je pense qu'on devrait éduquer les enfants dès le plus jeune âge à ce qu'est une bonne alimentation à 3 niveaux. C'est d'où viennent les aliments. Quand on fait des études sur des enfants, on se rend compte que la 3/4 des enfants ne savent pas reconnaître une betterave. Vraiment le légume qui sort de terre, ils ne savent pas ce que c'est une betterave. Donc ça, c'est important. Deuxième niveau d'éducation, c'est comment on les transforme, ces aliments, donc à la fois basiquement chez soi, donc apprendre à cuisiner. Pourquoi on n'aurait pas des cours de cuisine, qui est quand même le meilleur rempart aux déviances nutritionnelles, c'est de cuisiner des produits simples chez soi, et puis aussi d'apprendre à transformer et à décrypter les produits agroalimentaires, ça peut avoir du sens. Et le troisième et dernier niveau, c'est de comprendre l'impact de l'alimentation sur sa santé, et ce, dès le plus jeune âge, de façon la plus simplifiée, vulgarisée, mais compréhensible pour le grand public. Écoutez, vous aurez, par votre réponse, répondu à Pascal Piat qui parlait justement de la pédagogie du goût de l'alimentation, mais aussi à Jonas Pasquier qui souhaitait un retour du bon sens alimentaire, savoir ce que l'on mange et d'où proviennent les produits dans nos assiettes, que ce soit à l'école ou ailleurs. Vous aurez ainsi répondu à leurs questions. Louis Orenga, je me retourne vers vous. J'ai été coupé dans notre échange tout à l'heure, mais je vous ai entendu parler de consensus. Ce consensus dont vous parliez, est-il atteignable et à quel prix? Écoutez, moi je pense qu'effectivement, on n'a pas assez d'ambition sur les consensus. Dans une interprofession, par exemple, si je prends les fruits et légumes, c'est 15 organisations professionnelles de l'amont jusqu'à l'aval, y compris la restauration collective. Tout le monde n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais en tous les cas, il y a suffisamment de sujets sur lesquels nous sommes d'accord pour avoir effectivement un message de consensus. De la même manière avec la société, on peut regretter aujourd'hui, et ça a été largement dit, que globalement, on partage généralement les objectifs. Je vais dire, si tout le monde est à Marseille et décide d'aller passer quelques jours à Bastia en Corse et qu'on est tous d'accord, on va dire on est tous d'accord sur l'objectif. Là où on a un problème, c'est qu'il y en a qui voudront y aller en avion parce qu'ils veulent y être dans 1 heure, d'autres voudront y aller en bateau parce que c'est plus sympa, mais il faudra 12 heures, et puis certains diront, bah non, je vais y aller à la voile, ça va prendre un peu plus de temps, et là, il y a des injonctions contradictoires. Et donc, moi, je crois vraiment que l'expérience que j'ai, c'est qu'il y a plus de sujets qui rassemblent tout le monde que de sujets, en fait, qui opposent et divisent les personnes. Le problème, vous l'avez tous dit à juste titre, c'est ensuite, et c'est pour ça que l'on est favorable à ce que la loi trouve de nouveaux espaces d'information, parce que notre problème aujourd'hui dans notre société, c'est que la promotion du dissensus se fait très facilement. Je dirais même plus que la minorité des gens qui font croire que personne n'est d'accord ont une visibilité, une organisation de visibilité qui tue tous les gens qui font les efforts de consensus. Et moi, j'ai constaté depuis longtemps que, en fait,
les vraies évolutions durables dans la société, ça a été grâce à des personnes qui se sont mises autour d'une table, qui ont vraiment travaillé les sujets et qui se sont mis d'accord dans le temps et dans la durabilité. Alors, ces personnes-là, on les valorise jamais. Et c'est compliqué quand vous êtes une ONG, une association de consommateurs qui discutait avec le secteur économique et qu'on ne parle que de ceux qui n'étaient pas autour de la table et qui, comme on l'a dit tout à l'heure, vont faire le 20h. C'est une expression, évidemment. Donc, moi, je crois beaucoup à l'ambition qu'on peut faire des consensus. Je crois encore plus à ce qu'on puisse valoriser et expliquer ces consensus. J'y crois vraiment. Encore faut-il quand même qu'il y ait un certain nombre d'améliorations dans les outils et qu'on donne la parole à ces personnes-là, parce que ça fait trop longtemps, ça fait 30 ans que j'entends dire on ne communique pas assez, on communique mal. Mais non, mais on sait, tous les gens qui sont autour de la table savent très bien ce qu'ils veulent dire. Sauf que le système technique, que ce soit des médias traditionnels ou des nouveaux réseaux sociaux, n'aide pas à promouvoir ce consensus. On parlait de l'éducation dans les écoles, mais tout le monde a fait des efforts pour le faire. Les pouvoirs publics ont fait le programme national nutrition santé en validant des outils de communication qui répondaient aux règles des scientifiques tels qu'ils le pensaient. On devait transférer cette information. Le ministère de l'Agriculture, il y avait un programme national d'alimentation. Là aussi, on a validé des documents qui étaient faits par des scientifiques. Et quand nous, interprétions, on a dit, bon, bah, écoutez, avec ces documents validés par les pouvoirs publics, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, et collectivement, puisqu'une interprétation n'a pas le droit de faire d'activité économique et commerciale. C'est interdit par l'Europe et par le Code rural. Donc, nous, on s'appuie sur ça. Qu'on a voulu, nous, aller dans les écoles pour dire on va vous expliquer sur la base de ces documents validés par les pouvoirs publics, on nous a dit on vous interdit d'aller dans les écoles. Donc, c'est là où je dis qu'il y a des instructions un peu parfois contradictoires. Tout le monde est d'accord sur ce qu'il faut faire. Lorsqu'on dit, bon, OK, les moyens, on les a, on va le faire. Et là, on se heurte à plein de problèmes qui font qu'on n'arrive pas à le faire. Donc, je pense que le vrai sujet aujourd'hui, ce n'est pas tant de se mettre d'accord sur les objectifs. Et tout ce qui a été dit là montre bien que tout le monde partage les objectifs. Le problème n'est plus un problème d'objectif. Le problème, c'est un problème de moyens, comment on le fait et comment même les textes permettent de le faire. Et voilà, moi, le seul message que j'ai à dire, c'est qu'en gros, j'ai beaucoup de sujets avec les ONG, les associations de consommateurs et l'ensemble d'une filière, beaucoup de sujets d'accord et sur lesquels tout le monde est d'accord sur le constat et pour faire les choses. Là où ça pêche un peu, c'est dès qu'on veut se mettre en marche pour le faire, ben on se heurte à un certain nombre d'historiques ou même de textes parfois qui datent du XXe siècle, d'une autre époque, et qui nous empêchent ensemble de pouvoir dire ce que tout le monde a partagé. Je pense qu'il faut plus travailler sur les moyens que sur les objectifs, parce que pour moi, les objectifs, souvent, ils sont consensuels. Oui, Aurangaz, si je vous donne deux mots, transparence et sincérité, vous préférez lequel? Sincérité. Parce que je pense que les démarches doivent être sincères. La transparence, vous savez, tout le monde vous trouve toujours le point où vous n'avez pas été transparent. Alors, je ne dis pas qu'il faut ne pas être transparent. Puisque vous me donnez le choix entre les deux, je dirais que c'est d'être sincère. C'est-à-dire de dire, voilà, moi je dis toujours quand on discute avec des ONG ou des associations de consommateurs, en fait, ayez des indicateurs qui vous démontrent que de faire la différence entre je ne peux pas ou je ne veux pas. Et si je ne veux pas, vous avez raison de dire on n'est pas d'accord avec vous, nous on veut. Mais quand c'est je ne peux pas, il faut qu'on trouve ensemble les moyens et le temps pour y arriver. Si on me donne un objectif de faire quelque chose en 2 ans, alors que tout le monde sait pertinemment qu'on ne va pas y arriver, et que la communication est de dire, vous voyez, ils sont pas gentils, ils veulent pas aller dans notre sens. On trompe tout le monde. On trompe le consommateur, on trompe le citoyen, on fait porter au secteur économique une responsabilité. De toute façon, on n'a pas les outils. Au dehors de l'interprétation, je dirige aussi un gros centre de recherche et d'expérimentation. Mais je peux vous dire que mon problème tous les jours, c'est de trouver des solutions. Et quand on me dit « oui, mais il faudrait que », il n'y a qu'à Faucon, je dis « c'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. Là, je n'ai pas l'outil aujourd'hui, je n'ai pas la science, mais je suis sûr qu'on va l'avoir.
on l'aura dans 3, 4, 5 ans. Il faut avoir la volonté d'y arriver, ça oui. Par contre, on ne peut pas avoir une injonction de dire ça doit être trouvé dans 2 ans. Ce n'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. Et je dois faire la démonstration que ce n'est pas je ne veux pas. Je dois faire la démonstration et partager avec les autres que je pourrais, mais dans un délai un peu plus long, et je dois démontrer que j'ai vraiment la volonté d'y arriver, tant parce qu'on va avoir les hommes qui ont l'expérience pour peut-être y arriver, qu'on va mettre les financements pour pouvoir y arriver, et que tous ensemble, on se donne, une, comme on dit en français, une deadline. Moi, je crois beaucoup, c'est pour ça que je crois beaucoup au consensus, à cette ambition de consensus qu'on abandonne trop souvent au profit de la promotion des dissensus, qui certes font vivre beaucoup de gens, mais ne sont pas des solutions durables. Merci beaucoup, Louis Orenga. Une question qui peut s'adresser à tout le monde, alors je l'avais à l'instant, d'Enzo Nilo. La puissance des industriels est-elle un frein à un changement de modèle plus écologique et à l'amélioration de la qualité des produits, même s'ils jouent un rôle prépondérant dans la sécurité alimentaire? Qui veut se saisir de cette question sur le frein au changement évoqué par Enzo Nilo? Moi, je veux bien donner. Oui, Fabienne Bourny. Je crois que, comme ça a été dit, la crise Covid n'a pas du tout ralenti nos efforts et nos engagements RSE. Je pense que, comme beaucoup d'autres entreprises, on a plutôt accéléré le mouvement avec nos partenaires agriculteurs et distributeurs. Donc, tout le monde est très, très engagé dans ces démarches. Et comme ça a été, par rapport aux questions de communication qui viennent d'être abordées, ce qui est important, c'est que les consommateurs, je pense, sont quand même très intelligents et au fait, et ils savent très bien qu'on est dans une démarche progressive. Et c'est certain que tous les progrès qu'on est en train de mener, qui seront par étapes, qui nécessiteront plusieurs années, ça, c'est vrai que beaucoup de choses ne sont pas assez connues du consommateur. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits par les agriculteurs, par les industriels, par les distributeurs. Les gens savent très bien que ça ne se fait pas en un jour. Et peut-être qu'effectivement, il faut qu'on communique davantage sur toutes ces étapes de progrès parce qu'il y a énormément de choses qui sont menées collectivement. On parlait de Numalim, nous on est aussi partenaires et adhérents dans cette démarche collective et il y a énormément de choses qui sont faites, on le voit bien aussi au niveau des agriculteurs, nous avec nos partenaires éleveurs laitiers, beaucoup sont engagés sur des démarches totalement nouvelles d'agroécologie, d'agriculture raisonnée, de méthanisation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et peut-être simplement, effectivement, le grand public est tout à fait à même de comprendre que ça se fait étape par étape, progressivement, mais tout le monde est très, très engagé, en fait, dans la filière. Peut-être une réaction d'un autre intervenant ou... Si vous me le permettez, je suis livreur de lait à Saventia, donc je confirme que dans leur cas, effectivement, ils ne sont pas un frein, même au contraire, ils nous demandent des efforts. Et comme ils ont la pression de la distribution qui elle-même s'adresse aux consommateurs, ils auraient tendance à vouloir qu'on les fasse un peu trop rapidement à notre goût. Mais bon, tout ça fait partie des débats. Par contre, quand on parle du modèle plus écologique et de la demande du consommateur, à un moment, il faudra aussi le clarifier, quoi. On est en train de travailler sur le projet de loi climat et résilience. On voit aujourd'hui que quand on fait l'analyse du cycle de vie, par exemple, ça sera compliqué de réconcilier et un impact plus faible sur le climat et certains produits de qualité gustative un peu exceptionnels et en même temps un effort sur l'environnement. Il y a quelquefois des intérêts qui sont contradictoires. Donc quand on dit une agriculture plus écologique, on entend quoi? Voilà. Si le défi n'est que climatique, je peux vous dire qu'il y a des produits qui sont fortement prisés par le consommateur qui ne va plus trouver dans les rayons parce qu'ils ont un impact carbone beaucoup trop important. Donc, il faudra à un moment faire la part des choses et clarifier la demande du consommateur en lui disant certains objectifs ne sont pas compatibles. Donc, dites-nous ce qui est prioritaire pour vous et on vous le produira. Mais si on va dans un certain sens
et que le consommateur finalement dit « Ah oui, mais nous, ce qui était important, c'est quand même l'enjeu planétaire avec le sujet carbone », ah ben on lui dit ça, il fallait le dire quand même avant, quoi, parce que vous nous avez demandé un peu autre chose pour un produit régional, fait en extensif, avec des produits locaux. Et voilà, donc il faudra bien clarifier la demande du consommateur et la préciser. Très bien, alors… Oui, je voudrais redire là-dessus, c'est un point important. Très rapidement, Oui. Louis Roenga. Oui, non, je voulais aller dans ce sens-là. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est souvent des injonctions contradictoires. Il faut se mettre d'accord effectivement sur ce qu'on veut. C'est-à-dire que si je vends que en vrac, je ne peux pas faire de la segmentation de marché, promouvoir les signes de qualité, etc., dans le système actuel. Donc, pour arriver à trouver un juste milieu entre les deux. Si on veut avoir des échanges avec d'autres pays, il faut accepter aussi un certain nombre de choses. Et si on veut trouver un juste équilibre entre des objectifs de consommation plus équilibrés et de santé publique, ça demande aussi un équilibre avec aussi des problématiques environnementales. Et c'est pour ça que je dis, comme il n'y a pas de solution unique suivant les vues des uns et des autres, il faut quand même qu'on se mette d'accord sur on veut aller où ensemble. Sinon, on n'a que des injonctions contradictoires et on n'a que la promotion des dissensus, puisque quelque part, chacun a toujours raison de son point de vue. Alors, je vais jouer le rôle, malheureusement, de celle qui va devoir arrêter la table ronde. Voilà. C'est effectivement passionnant. On pourrait continuer encore pendant des heures, mais c'est l'avantage du think tank, c'est que nous allons nous revoir au moins 5 ou 6 fois dans l'année, et que donc sur lesquels nous pourrons continuer ces échanges. Il y a eu plusieurs questions dans le public sur le bio. Alors c'est vrai qu'on n'a pas abordé spécifiquement la question du bio, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que je crois que dans 2 sessions, ça sera au cœur d'un atelier de travail et d'une table ronde. Donc, bien entendu, nous parlerons du bio. Je voudrais quand même retenir de cette première session d'abord qu'il y a une vraie volonté de co-construction, qu'il y a une démarche de consensus, que les intérêts communs sont bien plus importants que les divergences, que ce n'est pas obligatoirement, enfin, que la démarche, elle est la même pour tous, mais qu'en revanche, il y a des problèmes de moyens et de méthode, que la question du temps est essentielle aussi, parce que le temps législatif n'est pas obligatoirement le temps de la terre et de l'agriculture et de l'innovation. Donc, on doit travailler sur ces moyens, sur ces méthodes, et aussi qu'il doit y avoir une démarche progressive, comme l'a dit Fabienne tout à l'heure. J'ai bien compris aussi qu'il devait y avoir aussi une clarification des demandes des consommateurs, et pour ce faire, qu'il doit y avoir aussi une pédagogie et de la communication à travers tous les réseaux qui vous sont offerts. Et sachez que le think tank est véritablement dans cette démarche, celle de la concertation, de la co-construction, et de vous permettre aussi, vous le disiez tout à l'heure, M. Oringa, de communiquer sur justement les démarches positives qui existent entre vous. Je tiens à vous remercier, c'était absolument passionnant, on pourrait continuer des heures, mais il est temps maintenant de donner la parole à nos startups, parce que vous l'avez tous dit, il faut innover pour pouvoir aujourd'hui répondre aux attentes des consommateurs. Et nous nous retrouverons tout à l'heure dans les ateliers. Donc, je vous demande vraiment de rester connectés afin qu'ensuite nous puissions vous orienter dans vos ateliers. Merci à chacun d'entre vous. Et je vais maintenant donc donner la parole à David Joulin, qui est le fondateur et le président d'Équilibre. Merci beaucoup à vous tous. Merci à tous les intervenants. Merci à tous. Alors, est-ce que David Joulin, vous êtes là ? Oui, tout à fait, je suis là. Bonjour David, alors vous êtes le fondateur… Malheureusement, je n'ai pas de fond d'écran. C'est pas grave, mais vous allez nous expliquer tout ça. Vous êtes le fondateur et le président d'Équilibre, qui est une application web libre qui permet de gérer de façon innovante les exploitations agricoles. Alors moi, je vous dis une phrase, maintenant c'est à vous de nous faire le pitch et d'expliquer face à tous ces intervenants qui sont du secteur, mais aussi ceux qui sont dans le public, quelle est la valeur ajoutée et la spécificité de votre start-up. Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors, en effet, Équilibre, on a pour vocation d'essayer de simplifier en fait toutes les démarches administratives qui concernent nos agriculteurs. Donc, c'est des démarches, on peut parler à la fois de comptabilité, de facture, et également de toutes les démarches réglementaires qui, comme vous le savez, augmentent d'année en année puisque le consommateur demande de plus en plus de garanties, notamment de traçabilité en termes de labels, etc. Et donc, tout ça, en fait, mis bout à bout, ça représente un temps non négligeable pour nos agriculteurs
à passer pour satisfaire ces obligations. Et quand ils passent du temps à faire ça, ils ne peuvent pas passer du temps à essayer eux-mêmes soit d'améliorer leur système, de trouver de nouvelles filières, etc., etc. Et donc, on est dans un cercle un petit peu vicieux qui fait que nos agriculteurs sont toujours débordés en permanence et n'ont jamais le temps de se retourner. Donc, chez Équilibre, on a essayé, en fait, de créer ce qu'on appelle un système d'information ouvert et interopérable pour se concentrer sur diminuer la saisie d'informations et automatiser un certain nombre d'obligations réglementaires. Donc, si vous voulez, je vais vous partager mon écran pour vous illustrer un petit peu ces éléments-là, parce que ce n'est pas toujours évident de voir à quoi ça ressemble comme ça. Donc, voilà, j'ai activé le partage. Je ne sais pas si vous voyez correctement ce que je vous partage. On ne voit rien. Voilà. Pour l'instant, vous ne voyez rien. Ça y est, on y est. Voilà. Donc, ça ressemble à quoi? C'est une application web, c'est-à-dire qu'on y accède par Internet, où on peut se créer un compte gratuitement. Ensuite, il y a des offres payantes selon les fonctionnalités. Et avec cet outil-là, on va pouvoir gérer l'ensemble des tâches qu'on va avoir au sein d'une ferme, qu'elles soient des productions animales, des productions végétales, sa comptabilité, ses facturations, ses paiements. Et on va automatiser un certain nombre de flux au travers de ces liens qu'on fait entre les modules et avec d'autres données qui sont ailleurs. Donc, je vais essayer de vous donner quelques exemples, si ça fonctionne. Voilà, donc là, vous voyez en fait, devant vos yeux, une ferme sur laquelle, qui utilise Équilibre et qui a effectué un certain nombre de saisies de données, pas beaucoup. Et donc, ça va par exemple, dans notre cas, on parle de carottes, on a saisi des semis de carottes et des pulvérisations sur cette carotte-là pour protéger la culture. Et on va se retrouver avec une seule saisie à avoir différents tableaux de bord qui vont se générer automatiquement, comme notamment ce qu'on appelle les indices de fréquence de traitement, donc les IFT. Et donc ici, on va avoir automatiquement toutes ces données-là qui vont se calculer et qui vont pouvoir, en un clic bouton, générer un bilan qui va servir pour le contrôle de la PAC, par exemple. Et donc, on va économiser comme ça une dizaine d'heures. Et donc, ce processus-là, on va le répéter pour tout un tas de données à traiter. Et on va comme ça, petit à petit, économiser un certain nombre de temps au fur et à mesure et arriver à se dégager du temps par rapport à toutes ces tâches. D'accord. Donc, vous allez aider les agriculteurs à finalement choisir, à pouvoir innover sur autre chose parce qu'ils vont se dégager des tâches administratives. Voilà, donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que pour un certain nombre d'agriculteurs qui souhaitent optimiser leur gestion, que ce soit en termes de temps, d'argent, de marge, ils vont pouvoir avoir des données qualifiées pour optimiser leur ferme et leur exploitation, et notamment se lancer dans de nouvelles activités, étudier par exemple la simulation de la conversion à l'agriculture biologique ou ce genre de choses. Très bien. On va assez loin dans toutes les parties de gestion économique dans cet outil-là. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions pour David? Est-ce que parmi nos intervenants à la table ronde, il y a des personnes qui veulent lui poser une question? Stéphane? Il faut remettre votre micro par contre. Oui, moi je vois on essaye de créer ici une forme de modélisation de ce que peut être une exploitation à travers à la fois ses assolements, etc. Et derrière, sur la conservation et la protection des données, comment vous fonctionnez? Mais en fait, on a été les premiers à adhérer à un label qui s'appelle Data Agri, qui a été mis en place par la FNSEA de mémoire, et Henri, je crois d'ailleurs, qui doit être présent. Et donc, on garantit que quand l'agriculteur se connecte, il a la propriété de la base de données. Et donc, s'il arrête son abonnement, il peut récupérer ses données entièrement. Il n'y a plus de traces chez nous. Et d'autre part, notre application est open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut installer l'application chez lui et l'utiliser et la modifier s'il le souhaite. D'accord. David, il y a une autre question de Marina qui demande s'il y a-t-il un module pour la vente directe? Alors, il n'y a pas vraiment un module pour la vente directe. On a des interconnexions partenaires parce que nous, on est sur une logique d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on ne réinvente pas l'eau chaude et on s'interconnecte à différents prestataires qui font de la vente directe, notamment qui proposent des caisses enregistreuses, etc. Et on vient récupérer les ventes, générer la compta et gérer les paiements. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, David. Alors, il y a plein de questions.
Mais ce que je vous propose, c'est que sachez que dans la newsletter qu'on va vous envoyer de compte-rendu de cette session, je vous mettrai en contact avec les startups pour que vous puissiez continuer à dialoguer avec eux. Merci beaucoup, David. Je vais maintenant donner la parole à Bastien Debras, qui est donc le directeur des opérations de la startup née d'une seule ferme. Est-ce que Bastien, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument. Bonjour à tous. Merci de nous donner la parole. Alors moi, je vais vous partager dès maintenant une présentation si jamais ça vous va. Allez-y, je vous en prie. Alors, est-ce que vous voyez correctement? Oui, c'est bon. Ok, donc bonjour. Donc moi, je vais vous parler de Né d'une seule ferme. Rapidement, derrière Né d'une seule ferme, à la base, il y a un éleveur qui s'appelle André Bonnard et que Henri Bespéré connaît bien, qui était à la FNPL et pour qui la faiblesse de la rémunération des producteurs de lait reste une injustice profonde. Le point de base, c'est la rémunération des éleveurs. André s'est ensuite entouré de 3 autres personnes, dont moi, pour fonder Né d'une seule ferme. Et qu'est-ce que c'est Né d'une seule ferme? Né d'une seule ferme, c'est un projet social qui rééquilibre la chaîne de valeur agroalimentaire, qui redonne de la résilience au territoire et qui répond aux attentes des consommateurs. Ça fait beaucoup, ça fait une jolie phrase, on va essayer de voir pourquoi. Les attentes des consommateurs sur lesquelles on va s'intéresser, on en a parlé pendant la table ronde, on a parlé de juste rémunération, on a parlé de transparence. Il faut savoir, il y a un sondage d'OpinionWay qui dit que 82% des consommateurs ont confiance dans les produits des petits producteurs, beaucoup plus que pour les grandes marques, et même 15% n'ont confiance que dans les produits des petits producteurs. Et un point important pour 53% des Français, la juste rémunération des producteurs, c'est le premier enjeu sur lequel les entreprises alimentaires devraient agir. Alors comment est-ce que nous, on a essayé de faire ça? Eh bien, en rendant accessible la transformation à la ferme, en installant des mini-usines dans les fermes. On a installé ce qu'on appelle des yaourteries, donc c'est des conteneurs transformés en mini-usines, qui permettent aux agriculteurs de produire directement leur production à la ferme, commercialiser ensuite sous une marque commune qui met en avant chaque producteur, et on crée ainsi ce qu'on appelle une offre nationale multilocalisée, et on assure les débouchés derrière. Alors pour vous donner un peu, je ne sais pas si vous voyez bien un peu d'image, là à gauche on a la yaourterie installée dans le Rhône, et on a les images à l'intérieur, comment ça se fonctionne. Donc on a optimisé dans 6 mètres par 3 une mini-usine avec des normes de qualité assez poussées, je pense qu'on peut en parler. Très bien. Le modèle Né d'une seule ferme, c'est de se mettre à l'interface entre le fermier et l'industrie, avec toujours l'éleveur au cœur, le fermier pour un goût unique, un produit naturel, des produits de saison, l'industrie pour garantir une qualité gustative et sanitaire et maîtriser les coûts. Et l'éleveur au cœur, parce que Né d'une seule ferme cherche à ramener 8 à 10 000 euros de rémunération pour une ferme, pour seulement 10% du lait transformé, et ce qui permet de créer un emploi en plus. Je vous l'ai dit, on met en avant le producteur. Sur chacun des packs de yaourt, il y a un QR code qui indique quel producteur a produit le yaourt. Donc, en termes de traçabilité et transparence, on fait difficilement mieux vu que le lait vient directement de la ferme et on est capable de l'identifier, d'aller sur notre site web pour voir exactement comment les vaches sont élevées, etc. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, c'est très intéressant. Alors, c'est intéressant parce que je vois qu'en fait aussi, vous travaillez avec Intermarché qui est actionnaire du projet, c'est ça? Exactement, ouais. C'était mon point suivant, justement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de montrer que justement, quand on disait qu'il y avait une convergence des intérêts, c'est que ce n'est pas le distributeur contre l'éleveur, c'est que finalement, il peut y avoir des projets où chacun peut, avec une co-construction, comme on le disait tout à l'heure. Tout à fait, absolument. Et le partenariat Intermarché, pour nous, c'est un vrai partenaire technique et commercial. Et aujourd'hui, ils nous ont accompagnés sur les définitions, sur la commercialisation. C'est pour nous un partenariat gagnant-gagnant de notre côté. J'espère que ça l'est aussi pour Intermarché. Mais en tout cas, c'est… Est-ce qu'il y a une question pour Bastien? Attends, je cherche. Alors, il n'y a pas de question pour l'instant. Une question, une remarque. Moi, je vis dans le premier département français de production laitière avec des industries de transformation. Et c'est vrai qu'on a vu depuis quelques années commencer à fleurir des fermes qui gardent une partie de leur production laitière pour faire cette transformation à la ferme, qui donne là aussi un gain de valeur ajoutée, de créer aussi une marque, un label. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un bon nombre de consommateurs qui commencent à se retrouver aussi dans ces choix,
sans pour autant abandonner la consommation de ce qui est produit chez d'autres grandes marques industrielles, mais qui aussi vont s'approvisionner de temps en temps sur ces fermes qui conservent une partie de leur production laitière pour la transformation à la ferme. Quelle est la représentativité sur le territoire national aujourd'hui? Est-ce que vous parliez de la ferme dans le Rhône, mais est-ce que vous êtes aussi implanté dans les régions de grandes régions de production laitière? Alors, je n'ai pas mis la carte de nos implantations dans cette présentation, mais là, vous avez les 6 premiers producteurs qui sont installés. Donc, on a, pour vous citer les départements, le Rhône, le Loiret, l'Isère, l'Aisne, la Seine-Maritime et la Haute-Marne. Et nos 2 prochains agriculteurs prévus seront plutôt dans l'Ouest, justement, avec la Mayenne. On en a plusieurs en Pays de la Loire, un dans le Cantal qui va arriver. L'objectif pour nous, c'est d'avoir une présence nationale pour produire des yaourts le plus locaux possible, avec une forte mise en avant du localisé, ce qu'on appelle le localisé, c'est-à-dire être capable de tracer l'agriculteur et une volonté locale, ensuite pour rapprocher au maximum le consommateur du producteur. Écoutez, Bastien, vous avez beaucoup de commentaires très positifs qui ont envie d'en savoir plus. Donc, encore une fois, sachez que vous pourrez découvrir et prendre contact avec Bastien grâce donc, à la newsletter. Donc, vous pourrez cliquer et ensuite continuer donc, ces échanges avec lui. Merci beaucoup, Bastien. C'était vraiment passionnant. Maintenant, je vais donner la parole à Caroline Péchery, qui est la cofondatrice de ScanUp. Oui, bonjour. Bonjour Caroline. Ravie d'être avec vous. Je suis ravie parce qu'on n'avait pas beaucoup de femmes quand même sur la table ronde. Heureusement qu'il y avait Fabienne. Donc, je suis ravie aussi de donner la parole à une start-upeuse pour nous présenter donc votre innovation. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez du coup ma présentation? C'est bon Caroline, vous pouvez y aller. Ok, super. Donc ravie, donc oui, Caroline Péchery, je suis là, donc la cofondatrice de ScanUp. Donc on travaille sur la transparence alimentaire. On a développé donc une base de données fiabilisée d'indicateurs nutritionnels sur plus de 450 000 produits actifs sur le marché français. Cette base de données, elle est donc alimentée par différents connecteurs. Donc, ce qu'on appelle connecteurs, c'est différents flux de données qui nous transmettent l'information. Donc, ces informations, elles proviennent en direct des fabricants ou indirectement également au travers de plateformes opérateurs type Alchemix, GS1, Equadis ou Agena. Donc, ça nous permet en fait d'avoir une réelle fiabilité de la donnée puisque ces flux nous permettent d'avoir des mises à jour en quasi temps réel et donc de garantir une information correcte. Et donc, cette base de données, en fait, elle nous permet de développer donc, notre transparence alimentaire sur 3 pans principaux. Donc, l'information consommateur, celui pour lequel on est le plus connu au travers de notre application mobile et de nos bornes digitales installées directement en point de vente. Également au travers donc, de l'optimisation de l'offre produit. Donc, on va mapper un petit peu l'offre et voir quels sont les axes d'optimisation qu'on peut apporter. Et au travers également de la co-création de produits entre les marques et les consommateurs. Donc, je vais rapidement vous présenter ces 3 parties. Quand on parle donc de transparence alimentaire avec les systèmes digitaux qu'on a aujourd'hui, donc les applications notamment, on s'intéresse à différents indicateurs nutritionnels et aujourd'hui environnementaux avec l'arrivée de l'EcoScore au début d'année. Donc nous, on affiche 3 indicateurs principaux, donc que sont le Nutri-Score évidemment pour évaluer les valeurs nutritionnelles du produit, un degré de transformation pour évaluer la qualité des ingrédients et comme je vous le disais, le nouvel entrant qui est maintenant donc l'EcoScore qui évalue l'impact environnemental des produits alimentaires. Donc ça, ce sont nos 3 principaux indicateurs qu'on n'agrège pas en note unique, au contraire de certaines applications qui ont fait ce choix, simplement pour apporter vraiment une vision juste, parce que quand on agrège, on est obligé de pondérer les critères et donc parfois on rate une certaine justesse dans l'information. Donc ça, cette transparence, on l'apporte, donc comme je vous le disais, au travers de notre application mobile qui est gratuite et au travers de bornes digitales installées directement en point de vente chez nos partenaires distributeurs.
Donc ça, c'est le premier axe de l'information. Et quand on parle d'indicateurs nutritionnels, on peut aussi voir ces indicateurs comme des outils d'évaluation et d'optimisation de l'offre. Donc ce qu'on fait avec ces indicateurs, c'est qu'on va pouvoir donc, évaluer une gamme de produits et la positionner sur son marché en rapport avec des produits représentatifs de la concurrence. Donc on peut l'évaluer sous différents aspects, nutritionnels, qualité des ingrédients ou environnemental. Et ça permet comme ça de pouvoir identifier des axes d'optimisation et des axes d'amélioration et surtout d'évaluer ces produits et d'en faire des éléments de preuve pour démontrer la qualité de l'offre. Très bien, écoutez, merci beaucoup, c'est très intéressant. Alors oui, je vous laisse terminer votre slide, allez-y. Je suis désolée, il y avait juste le troisième point, je vais être très rapide parce que je pense que je dépasse un peu en termes de timing. Mais donc le dernier axe de transparence qu'on a, c'est également donc, la co-création de produits entre les marques et les consommateurs, où en fait une marque qui a un projet d'innovation va pouvoir impliquer le consommateur dans la construction du cahier des charges de son produit, en lui posant différentes questions sur l'application, sur la recette, le concept, le pack, les teneurs, les ingrédients, etc. Et il va pouvoir comme ça tester et valider le potentiel de son innovation avant le lancement et réellement intégrer le consommateur à l'élaboration du produit, en sachant qu'ensuite, toujours dans une démarche de transparence, on va pouvoir, à la fin du questionnaire, tenir informé le consommateur de l'évolution de son projet en publiant différentes nouvelles, des photos, des jeux concours, des vidéos, pour montrer un petit peu les coulisses de la marque et incarner réellement la marque et montrer ce qu'il y a derrière. Voilà, je m'arrête là. Je dois vous dire que nous avons des participants qui viennent du Québec et qui viennent de dire qu'ils seraient très intéressés de développer ça avec vous au Québec. Donc, avec plaisir. Est-ce que quelqu'un a une question pour Caroline? Oui, moi j'en ai une. Tout à l'heure, on parlait de communication. Comment se fait qu'il y a une appli dont tout le monde parle et que je ne citerai pas ici, et dont les références sont pour moi un peu équivoques, et vous qui vous appuyez sur vraiment des bases de données fiables, vous avez cité Code Online Food, c'est effectivement une initiative à laquelle on participe à la FNSEA. Vous êtes beaucoup moins connu que ce fameux site-là en 4 lettres. Alors, vous parlez de la base de données Open Food Facts ou du Yuka parce que Non, je parle de votre ScanUp, là. Comment ça fait que vous n'êtes pas plus connu justement que celui que vous avez cité, mais que je ne veux pas citer parce que je considère qu'ils ne sont pas tout à fait au top. Alors que vous, il me semble que vous appuyez sur des choses, mais vous n'êtes pas très connu, ScanUp. Alors c'est sûr qu'on est moins connu que d'autres applications comme Yuka. Après, le choix qu'on a fait d'avoir des indicateurs différents et de ne pas les mélanger, ça fait qu'on apporte une certaine complexité de lecture aux consommateurs puisque vous avez 3 scores au lieu d'un. Donc c'est vrai qu'apporter une lisibilité sur un système un peu réductionniste et binaire, ça fait que du coup la notation devient très grand public et très accessible. Je suis d'accord avec vous, du coup ça manque en rigueur scientifique et en justesse. C'est bien pour ça qu'on a fait le choix de rester sur des indicateurs officiels et de fonctionner comme ça. Après, il y a tout un travail de pédagogie à mener auprès des consommateurs pour leur expliquer à quoi sert un Nutri-Score, à quoi sert un degré de transformation et à quoi sert un éco-score. Mais après, c'est des partis pris qui sont différents. Mais simplement, Henri, c'est vrai que si nous avons choisi Caroline, c'est que la démarche du think tank, c'est de remettre de la complexité et de la transparence. Et c'est pour ça qu'on a souhaité donner la parole à d'autres personnes qui ont des systèmes qui, justement, s'appuient davantage sur l'agriculture. Et d'ailleurs, vous avez des questions où on demande justement, c'est une question qui est très intéressante, qui demande si l'agriculteur peut aussi co-construire un produit avec votre application. Alors, souvent, on présente aux consommateurs des projets sur des produits finis. Donc, si le producteur développe ses propres produits, c'est possible. Mais après, dans la co-création de produits, forcément, le producteur est impacté parce qu'en fonction des choix d'élaboration du cahier des charges, en fonction des modes de production, on va plutôt se diriger vers tel ou tel producteur. Donc, il y a des impacts pour le producteur, mais directement, en fait, on co-crée vraiment un produit fini. Donc, voilà, donc vous pourrez peut-être prendre contact avec Christine, qui s'est posé cette question-là. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Caroline. Je vous remercie. Merci à vous. Je remercie tous les intervenants à la table ronde.
Comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on est là justement pour faire de la communication sur ce qui fonctionne, sur ce qui réunit, sur le consensus, parce que le consensus, ce n'est pas l'inaction, mais au contraire, c'est le mouvement. Et c'est ça qui va créer le mouvement. Je vous remercie et écoutez, je vous retrouve maintenant très vite pour les ateliers et à très bientôt. Merci.